ça y est, on y est, bonjour. Bonjour, ouais. Bon, ah bah super. Bonjour à tous. Je suis désolée, vous ne me verrez pas parce que je remplace au pied levé Hélène qui devait lancer ce webinaire organisé dans le cadre de la programmation de la Cité de la RSE. Donc Fanny Linière va nous parler d'un sujet captivant sur la permaculture. Fanny travaille pour ACAP 10. Donc j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir. Sur ce sujet, on était en train de discuter juste avant, je pense que vous avez dû entendre. Donc, je pense qu'on n'a pas dit de bêtises. Donc, voilà. Donc, moi, je lance ce webinaire de Lille. Hélène vous rejoindra sans doute au cours de la présentation. Voilà. Fanny, tu pourras mettre tes coordonnées éventuellement sur le chat. Les coordonnées de tes coordonnées sur le chat. Oui, alors, oui, de toute façon, il y a un PowerPoint, Nathalie, que j'ai prévu à cet effet. Dans le PowerPoint, normalement, il y a mes coordonnées, mais bon, après, il y aura un échange tout à fait normal, donc je peux, oui, mettre mes coordonnées ensuite, bien sûr, tu as raison. Voilà. Que dire d'autre? Le webinaire est enregistré, il y aura donc un replay pour les gens qui ne peuvent pas y assister ou qui partiront plus tôt ou qui vont manquer. Voilà, donc je vous souhaite un excellent webinaire. Et place à Fanny maintenant. Merci Nathalie, passez une bonne journée. Merci. Bon, bonjour à tous. Donc, oui, ça a été un démarrage un peu particulier. Désolée pour ce retard dans le démarrage. Il y a eu des petits soucis techniques que presque finalement vous n'avez pas pu vivre. Donc voilà, donc j'ai le plaisir de vous retrouver ce matin pour vous parler donc de la permaculture, en tout cas de la démarche de permaculture appliquée à l'intelligence économique. Alors, j'ai prévu un PowerPoint. Ce PowerPoint va à la fois vous aider à suivre mon raisonnement, puisque j'ai fait dérouler une logique de raisonnement que vous pourrez suivre. Ce PowerPoint est destiné à être en PDF et à vous être envoyé par mail. Donc, soit vous me le réclamez, je ne sais pas comment on s'organisera, mais je vous l'enverrai de manière à ce que vous puissiez retrouver ces supports, en sachant que mes supports sont essentiellement illustratifs. C'est-à-dire que si vous avez pour habitude de prendre des notes, prenez des notes parce que finalement, le PowerPoint est surtout avec des schémas pour illustrer mon propos. Voilà, donc écoutez, alors je vais vous le partager comme ça, vous verrez, voilà, je partage et est-ce que je peux mettre en diaporama? Oui, excellent. Voilà. Donc, normalement, vous voyez. Donc nous sommes aujourd'hui autour d'une dynamique commune, des valeurs communes, tous autour, là, ce matin, que nous retrouvons autour du webinaire, qui est la démarche RSE. Nous sommes sensibles, celles et ceux qui sont là ce matin, à la démarche RSE. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ACAP 10, donc mon cabinet, va vous présenter cette réflexion que j'ai dans mes démarches professionnelles, qui est comment on peut associer la démarche de permaculture à l'intelligence économique. Alors, ça surprend peut-être certains moins, puisque vous êtes déjà alertés et fin sur le sujet, mais peut-être qu'effectivement, des personnes étrangères à la démarche RSE ne pourraient pas comprendre ce parallèle. Alors, je vous invite du coup à dérouler. Alors, le déroulé va se faire de la manière suivante. Je tiens à ce que de toute façon, en fin de mon intervention, nous ayons un point d'échange et de partage parce que ce que je vous présente là, c'est mon point de vue, c'est ma démarche, c'est ma réflexion. Donc, finalement, je la mets en pâture et puis l'idée, c'est qu'on interagisse et que vous m'enrichissiez de vos remarques. On s'enrichisse mutuellement de cette vision et de cette perception des choses. Alors, mon déroulé va se faire en 4 points essentiellement, c'est-à-dire que je vais partir donc de l'intermédiation, ensuite de l'intermédiation en commercial, ensuite je ferai le parallèle avec la permaculture et je terminerai justement sur le sujet qui nous réunit, comment on peut parler de permaculture appliquée à l'intelligence économique. Alors déjà, avant tout, qui vous parle? Parce que pour parler du lien entre permaculture et intelligence économique, il faut que vous puissiez comprendre quel est mon déroulé et quelle est ma façon de fonctionner. Donc déjà, mon leitmotiv, c'est que l'association des compétences est source d'excellence. Donc déjà, on met un peu sur la voie, c'est-à-dire que ma façon de travailler, c'est
systématiquement et automatiquement d'essayer de voir comment on peut mobiliser des compétences diverses pour enrichir quelques projets qu'ils soient. Qui je suis donc? Moi, je suis Fanny Linière et je suis développeur économique. Et 20 ans que je pratique le métier de l'intermédiation sociale. Donc, je vous ai précisé d'abord le diplôme, puisque c'est l'intermédiation sociale que j'ai eue à l'issue d'un parcours d'administration économique et sociale qui a fixé les fondements de ma méthode de travail, puisque j'enseigne en fait et je pratique des méthodes d'intermédiation sociale dans les TPE, dans des démarches de stratégie économique et de développement commercial. Alors, vous voyez mon logo à Cap 10, et en fait, c'est que je travaille en 3 étapes, que ce soit en formation comme en conseil. Je fais monter mes interlocuteurs en haut du cou de la girafe pour analyser une situation. On n'agit pas tant qu'on ne comprend pas une situation, on l'analyse ensemble, on partage de vue justement, et vous verrez comment. On descend au niveau du cœur pour prendre une décision, celle qui nous paraît la plus intimement correcte, et ensuite on agit. C'est uniquement une fois qu'on aura analysé et décidé qu'on agira. Alors, ACADI, c'est un acronyme, c'est accompagner les acteurs qui ont projet de développement, intermédiation et synergique. D'accord? Donc, ça signifie co-définir un projet commun, définir, partager la stratégie, l'organisation de la gouvernance, la mise en œuvre collaborative et le management transversal. Voilà, donc je vous passerai le reste, ça vous aurez le temps de le lire. Alors, je vois qu'on est nombreux, donc j'avais prévu qu'on puisse éventuellement interagir et que je puisse collecter éventuellement les infos de ce que vous recherchez. Ce que je vous propose, c'est, en espérant que tout le monde soit jusqu'au bout d'ici une vingtaine de minutes, parce que je pense que ça va durer 20 à 30 minutes selon comment j'arrive à développer, et on interagira. Hein, voilà. Alors, donc, premier des 4 points que je souhaitais dérouler, partons de l'intermédiation et avant tout, qu'est-ce que cette intermédiation et comment je la pratique, qui va nous faire amener petit à petit dans cette démarche et d'approche du lien entre permaculture et intelligence économique. Donc, l'intermédiation. Alors, il y a 2 points dans l'intermédiation. C'est la première, c'est la diversité de compétences associées. Dans le schéma que je vous mets là, on a à gauche, en fait, la représentation assez rapide d'une entreprise classique, quelconque, une PME, où on voit une diversité de services. Alors, j'ai mis, de manière non exhaustive, mais le commercial, la communication, le marketing, la comptabilité, la production, l'administratif, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une démarche d'intermédiation? C'est de pouvoir imaginer, de concevoir un projet qui est symbolisé à droite, par une sorte d'étoile, voilà, symbolisé à droite par un projet. Et en fait, la démarche d'intermédiation, c'est d'associer la diversité de compétences qui enrichit notre entreprise et de l'associer à la démarche du projet. Ce qui permet en fait de pouvoir mobiliser différents prismes de vue. On sait bien que on a souvent des formations qui nous formatent, qui formatent notre vision, notre façon de fonctionner. Et donc, la façon de penser d'un commercial n'est pas le même que celui de la comptabilité ou celui de la production. Et en fait, l'intermédiation permet d'associer autour de ce projet ces différents prismes de vue et nécessairement de l'enrichir et d'éviter des erreurs ou des oublis ou des carences. Voilà. Alors après, effectivement, le chef de projet d'un projet d'intermédiation doit être en capacité de distribuer les paroles, de gérer les conflits, voilà, parce qu'effectivement, les prismes de vue, souvent, amènent à du débat. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, justement, puisque ça fait émerger des points de consensus qui enrichissent énormément le résultat du projet. Donc, l'intermédiation, ce premier point, c'est la diversité des compétences associées. Le deuxième point de l'intermédiation, c'est la co-conception et la co-conduite du projet. Les associés, c'est une chose, mais les associés, pour dire c'est bien, on coche, vous signez, vous étiez présent et vous avez exprimé, c'est une chose. Mais de faire en sorte que chacune des compétences contribue à la co-élaboration du projet, ça, c'est une autre épreuve. Et en exemple, j'ai notamment des projets de territoire, puisque mon intervention, souvent, c'est au service des territoires, donc des projets d'insertion sociale, d'inclusion, d'impact économique. Donc, effectivement, un projet de territoire va devoir mobiliser des acteurs principaux locaux. Et donc, dans la démarche d'intermédiation, c'est comment on va arriver
à mobiliser les acteurs, sans en oublier finalement, qui sont pertinents, efficaces et incontournables pour que le projet puisse prendre corps et être implanté dans le territoire en répondant réellement aux besoins. Puisque la démarche d'intermédiation, c'est vraiment de veiller à ce que le projet qui en émane, qui en découle, fasse réponse, enfin, soit en réponse à des besoins. Et donc, dans le schéma que vous voyez là, donc du coup, cette fois-là, le projet est à gauche, et on voit que donc ce projet commun de développement se nourrit des richesses de la présence d'une collectivité locale. Ça peut être une mairie, une métropole, ça peut être un service, un conseil départemental, un conseil régional, qui eux représentent les administrés, donc ils sont engagés, ils ont une responsabilité vis-à-vis des administrés, donc ils vont raisonner, ils vont être autour de la table sur ce projet en raisonnant au service de ces administrés, ce pour la raison pour laquelle ils sont autour de la table. Les associations, quelles qu'elles soient, elles sont là pour défendre les usagers. Donc, elles vont être autour de la table avec une défense de ce leitmotiv pour laquelle ils sont représentants autour du projet. Les producteurs, en fait, c'est leur relation avec les consommateurs qu'ils vont défendre autour de la table, les artisans d'art également. C'est pas exhaustif, hein, c'est un exemple. Parc naturel, donc là, je pense que j'ai pris l'exemple d'un projet d'un écopole que j'avais accompagné à Bonzé, dans la Meuse. Et effectivement, dans les associations, pour vous dire un petit peu tout, j'avais quand même l'association des chasseurs avec l'association des défenses ornithologiques. Donc, vous voyez, c'est à la fois riche, mais complexe à manager, hein, comme projet. Mais au final, le résultat du projet, c'est qu'en fait, on arrive à avoir ainsi vos acteurs autour de la table, on fait valoir des besoins sur le territoire. S'il est utile, il est nécessairement pérenne. Donc, ce projet est utile, ce projet est pérenne. Donc, ce projet est durable. Donc, ce projet est responsable. Comment je la mets en pratique? Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est comment, puisque je pratique le développement commercial, comment j'associe l'intermédiation au développement commercial est souvent vu comme une action, une posture vraiment désagréable, voire même complexe de dire je fais du commercial, hein, c'est souvent ce que je rencontre au commercial. Et moi, en fait, je leur enseigne, je leur dis, c'est pas la peine de complexifier les choses, mais l'intermédiation en commercial. Comment on peut faire le commercial de manière... Le premier point que je veux voir, en fait, comment j'enseigne l'intermédiation en commercial, c'est l'observation partagée, la dynamique décuplée. Du moment où on a une partie décuplée. Alors, bien souvent, quand j'interviens en entreprise, j'interviens sur la partie commerciale, c'est un manager qui se plaint de son commercial qui n'est pas assez performant. Et bien souvent, il y a un problème de management commercial lui-même. Un commercial a quand même été recruté par le manager et il doit être ensuite managé. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, voici le schéma. Je lui dis, voilà, pour manager commercial à long terme, à 5-8 ans, est-ce que tu sais où va aller ton entreprise, vers où tu veux la mener, quel territoire, quel secteur géographique, chiffre d'affaires, est-ce que tu as une taille de salariés, quelles sont tes ambitions? Parce que c'est ce qui va déterminer ensuite, en fonction des moyens que tu vas planifier qui vont en dépendre. Hein. Donc, on ne peut pas piloter et manager une équipe quand on ne sait pas, un, vers où on va, et deux, les moyens que l'on a, et à défaut desquels, comment on vient. Et donc ça, en management commercial, c'est fondamental. Comment on ne peut pas partager cet élément-là avec ses propres collaborateurs? Le commercial ne peut avoir du sens qu'à partir du moment où l'équipe en entier partage le point de vue et la stratégie de son manager. Ça ne veut pas dire divulguer, souvent c'est les réflexes que j'ai de la part des dirigeants, secret de l'entreprise, pas du tout. De savoir où on va, comment on y va et dans quel rythme on y va, c'est comme si on prenait un canoë et puis que chacun allait pagayer à bon rythme et dans le bon sens. Là, on n'est plus permacole. Donc, du coup, avec ce schéma-là, ça permet à chacun des collaborateurs, selon sa part, d'étape en étape, de phase en phase, quelles sont les actions qu'il va devoir mettre en place en lien et en toute logique avec ce même fil conducteur cohérent que l'on poursuit pour l'équipe de la production d'autres, en suivant et en poursuivant un objectif commun. Le commercial également va prospecter d'abord certaines cibles, certains secteurs, toujours en cohérence. Donc, déjà avant tout, l'intermédiation en commercial, c'est d'avoir une observation qui est décuplée puisqu'elle est canalisée. Et le deuxième point, c'est en intermédiation en commercial, c'est comment on peut créer un maillage d'acteurs pour arriver à s'insérer naturellement sur un marché. Le grille en bas, effectivement, quand on veut intégrer un marché, qu'on crée une entreprise ou qu'on se développe avec de nouveaux produits, de nouvelles prestations, la première des choses, c'est de relever comment fonctionne le marché. Donc là, à titre d'exemple, j'ai mis des petits symboles qui sont par exemple les moyens utilisés, comment les clients souhaitent bénéficier de leur réception de leur colis, si c'est à distance, etc., les moyens utilisés, etc. Vous voyez, donc c'est vraiment symbolisé à faire normalement quand on veut créer ou implanter un nouveau produit, une nouvelle prestation. Ça, c'est une chose. Effectivement, c'est comment on collecte cette information. Premier réflexe, quand on la collecte, c'est d'abord de l'INSEE, les tendances du marché, la consommation, lire l'actualité, les revues, des ouvrages, voilà, et surtout la réglementation également, parce que ça nous permet de poser un cadre. Mais ce qui est fondamental pour mon commercial,
c'est d'aller à la rencontre des acteurs sur le terrain. C'est indispensable. La richesse du contact est phénoménale. Mais sur le terrain, localement, on rencontre, je vous mets en premier point, les institutions publiques. Une mairie, on rencontre le maire, on rencontre l'adjoint au maire au développement économique, ou je ne sais quelle action vous allez mener sur des personnes de la métropole, du conseil départemental. On rencontre aussi des confrères, des consoeurs, je dis bien confrères et consoeurs, c'est-à-dire des activités que les vôtres, mais avec qui il pourrait y avoir des relations et des feelings. Les fournisseurs, donc ça veut dire quoi les rencontrer? Alors, je symbolise en les rencontrant physiquement, d'échanger avec eux. Vous arrivez avec une nouvelle prestation, un nouveau produit, et après on est dans la relation humaine. Et effectivement, il y a des fois des feelings qui passent pas, il y a des fois des craintes, des peurs d'arriver dans notre concurrent, ça on n'y échappe pas. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, et ça c'est un fait. Mais le dernier training commercial que j'ai fait avec des commerciaux, des fournisseurs qui se sont eux-mêmes proposés partenaires, alors que l'intention était de se présenter, d'expliquer la nouvelle prestation qui était proposée sur le marché, et de même de dire, bah voilà, à 8h du matin, le vendredi, les artisans passent, ils viennent boire le café, bah vous tenez un stand, vous mettez vos plaquettes d'informations, et puis vous expliquez la prestation. Vous voyez, donc, le maillage d'acteurs se passe là. Quand on applique l'intermédiation commerciale, c'est créer une connivence avec les acteurs qui sont déjà dans un écosystème, c'est-à-dire un marché qui fonctionne avec des rouages, qui fonctionnent comme un mécanisme, et tout tourne. Et vous arrivez. Et pour éviter d'être un grain de sable dans ce rouage, il vous faut être bête. Ça ne peut se faire qu'à partir du moment où vous êtes à la rencontre de ces acteurs. Vous allez créer des connivences. Le petit symbole que j'aime bien, c'est effectivement vous tissez petit à petit ça, et au résultat c'est ça, et petit à petit vous faites partie du système. Ça c'était l'intermédiation commerciale. Le troisième point, c'est comment on peut créer ce parallèle à la permaculture. Comment on peut faire un parallèle à la permaculture, la notion d'écosystème? Eh bien oui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus voir un écosystème avec une vision hiérarchique, etc. Je vous ai parlé d'un écosystème avec un mécanisme et des rouages qui s'imbriquent. Et c'est vraiment cette vision, effectivement, les concurrents sont là et pour cause, ils ont leur place, ils apportent une prestation complémentaire, différente, spécifique, leur façon de faire est nettement différente. Les fournisseurs ont leur rôle, enfin, tout ce mécanisme se met en place même dans cet écosystème. C'est un système cohérent. Et si on ne perçoit pas son entreprise de cette manière-là, et si on ne la voit pas par un secteur d'activité, un marché, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et donc, c'est là où on peut faire le lien avec la permaculture. C'est si vous vous y êtes déjà renseigné et formé un petit peu et documenté avec des rouages, mais des pétales. Et on retrouve cette notion dont je vous parlais là, plutôt avec une approche moteur, mais une approche beaucoup plus permaculture, pour le coup, avec des pétales. Et effectivement, on voit ce système de cycle où tout s'imbrique. Là, on voit l'habitat, les outils, la technologie, l'écosystème s'imbrique et a du sens. Voilà, donc ça c'est une approche naturelle et le parallèle à la permaculture, il est là, c'est comment on peut avoir, ou en charge d'un développement commercial, avoir cette notion d'imprégnation. Le deuxième point que je veux voir le parallèle avec la permaculture, c'est qu'en fait, il y a 12 principes de la permaculture pour ceux qui l'ont rencontré. Et en fait, ces 12 principes, c'était très curieux d'en faire le parallèle avec l'intelligence économique pour le coup. Premier point, c'est l'observer. Observer et interagir. C'est ce que je vois, et la mobilisation de différents acteurs pour capter justement ces différents prismes et avoir une vue précise sur les besoins d'un territoire ou d'un secteur d'activité. Collecter, stocker l'énergie, c'est aussi ça également. Le partage, ça fait partie effectivement de la collecte d'avis. On crée une production, on n'arrive pas, on arrive avec quelque chose en plus, voilà, arriviste, on crée de la production. Il y a un système aussi d'autorégulation et d'acceptation rétroaction. Quand on est confronté à des acteurs qui sont sur un marché, qui font votre façon de le vendre, votre produit, votre service, et de même ils vont vous dire que non, faudra un peu l'ajuster, votre offre, parce qu'elle ne va pas épouser complètement le marché, les consommateurs ne fonctionnent pas tout à fait comme ça, donc être en capacité de s'auto-analyser et de s'auto-ajuster est fondamental. Ça fait partie d'une démarche de création et de développement de projets. Là, on a vu, le fait que ce soit renouvelable, c'est un point supplémentaire, mais ça fait partie on s'implique naturellement et on mobilise naturellement les valeurs sur le territoire. On ne crée pas de déchets, on essaie de les tailler. Effectivement, on a une vue globale, une cartographie du marché, du secteur, pour arriver ensuite à son métier, à son activité et à son offre. On intègre plutôt que l'on sépare très bien, dérouler une démarche de création en associant effectivement tous ces avis et toutes ces perceptions. Une notion très importante qui fait écho, je vous ai la notion de patience, parce qu'effectivement, on ne vous laisse la place, que vous vous y inspirez, qu'au début vous n'êtes que de l'huile, et puis après vous êtes un nouveau petit rouage, etc. Ça prend du temps. C'est très long. Mais une fois que vous y êtes, vous y êtes. Vous êtes dans le rouage, d'accord? Mais effectivement, il va falloir être patient. Persévérant, patient. La patience est importante. Il faut laisser le temps aussi humain, de la relation de confiance de l'humain, elle est longue à se mettre en place. Et on ne peut pas y aller en force, voilà.
des formes de puzzle pour vous dire qu'effectivement, on va utiliser et valoriser la diversité. Et la diversité fait partie de cette démarche dont je vous parle depuis tout à l'heure. Utiliser des interfaces et valoriser les éléments de bordure. Les éléments de bordure, c'est en fait aborder le service avec ses, on va dire, les cœurs de sujets. Par exemple, une offre de service, par exemple, reprenons l'exemple, soyons concrets. Quand je vous disais que le dernier training commercial que j'ai fait, on approche des fournisseurs très concrets pour la construction dans le bâtiment. Nous, on arrive avec un service d'aide et d'assistance d'édition économique pour les devis et des bordures du métier de ce fournisseur, mais on est très complémentaires. Chacun y a une utilité. Donc, c'est vrai que d'avoir cette approche, non pas uniquement mono-service ou mono-produit, mais de le voir avec beaucoup plus de largesse et de voir comment tout ça et être une force d'offre de solutions aux clients, parce qu'on est là, on est dans la proposition de solutions et d'offres de solutions. Donc, c'est d'éviter de ne pas tenir bien en service qu'on dirait qu'il n'est pas immédiatement lié au sien. Bon, enfin, la petite dernière, c'est faire preuve de créativité. C'est un projet que l'on mène. Il faut être capable à chaque obstacle et chaque frein à réinterroger en fait son projet et à revoir comment on peut le redéfinir. Donc vous voyez que ces 12 principes de permaculture sont autant de principes de démarche que l'on développe pour son entreprise. Allez. Quatrième point et dernier point, en fait, c'est l'association de la permaculture et l'intelligence économique. Donc là, partager avec vous des méthodes que j'applique moi au quotidien, dans le cadre de mon travail, pour que vous puissiez vous en inspirer ou en tout cas échanger entre nous. Peut-être que vous utilisez d'autres méthodes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une... C'est ces 3 points sur lesquels je vous propose des outils. Le premier point, c'est observation partagée de la tendance du marché local, analyse des besoins réels. Donc, quels outils j'utilise pour ça, quelles méthodes, avec son territoire, le respect de l'existant, le développement collaboratif, des indicateurs de suivi, la cohérence et les valeurs. Donc, voyons en détail ces 3 points et quels outils j'utilise. On revient sur ce schéma, c'est l'observation partagée de la tendance du marché, on analyse les besoins réels, donc on a bien vu, on a un projet qui se nourrit de prismes et de perception, de vue, par des formes. Donc ça, effectivement, c'est une méthode, c'est de n'oublier personne quand on mène un projet et qu'on tient à ce qu'il s'enrichisse de démarche, donc du coup, d'association des diversités des compétences. Alors, du coup, quel support? Ce qui est intéressant, c'est de peut-être faire une grille, une sorte de matrice, pour relever peut-être les partenaires que l'on peut... Ce partenaire peut nous apporter telle expertise, par exemple, et quelle information il peut contribuer pour le projet. Alors là, je vous donne un exemple, un génie, etc., parce que ce n'est pas exhaustif. Mais si on associe, on pourra mesurer avec eux l'impact social, parce que le conseil départemental a une compétence en matière sociale, donc l'insertion, tout ce qui est RSA, le logement. Donc, au niveau de l'information, des besoins à alimenter dans le projet, des notions autour de l'accès au logement, du revenu minimum. Voilà, bon, ce n'est pas exhaustif aussi, mais c'est un exemple pour arriver à concrétiser mon propos. Parmi les partenaires, on a l'ADEME. L'ADEME qui peut, en s'associant dans notre projet, nous apporter un élément d'évaluation d'impact au niveau de la réduction des déchets ou la diffusion de CO2, par exemple. Voilà. Quant à la métropole, on aurait pu aussi associer par exemple le conseil régional, qui ont des compétences économiques, une mesure de l'impact économique. Et donc, on peut avoir des informations autour du niveau des volumétries, de la création de TPE, création d'emplois, etc. Voilà, donc ça c'est intéressant. Moi, je trouve que cette grille, elle est pertinente. Un projet qui se veut responsable d'arriver à associer en fait les diversités de prismes en fait et d'expertise sur le territoire. Ça donne une crédibilité et une légitimité à votre projet. Le deuxième point, c'est co-concevoir l'offre en symbiose avec... On constitue donc un collectif de compétences, on l'a vu. Donc là, je vous mets un exemple de différents corps du bâtiment, donc c'est un projet réel. Vous menuisier en relation commerciale qui gère sa propre relation commerciale avec des particuliers, le plombier qui gère sa propre relation commerciale avec des particuliers, le plaquiste, etc. Cette relation commerciale est quelque chose que vous faites avec grand plaisir, mais vous le faites par obligation quand on arrive à s'en détacher en le déléguant à un commercial. Mais bon voilà, cette tâche n'est facile pour personne et ni pour les corps du bâtiment. Donc c'est fastidieux, ils préfèrent leur cœur de métier. Et il faut arriver à canaliser. Le fait d'associer et de co-construire ensemble une offre permet justement de mutualiser cette énergie commerciale qui est difficilement mobilisatrice individuellement, mais de l'associer dans une dynamique. Et en fait, dans cet effort-là, donc c'était l'accompagnement d'une scope, la création d'une scope entre ces différents corps de métier. Et finalement, ils ont mutualisé l'effort commercial. Chacun s'est retrouvé apporteur d'affaires pour les uns et les autres. Et en plus, ils ont pu ouvrir de co-concevoir une offre en symbiose, c'est-à-dire la complémentarité de ces différents métiers donne donc une force. C'est-à-dire qu'un marché ou un chantier. Autre chose également, c'est associer aussi les forces vives. Donc là, on a des TPE qui se sont réunis autour du traitement des eaux. C'est arriver à avoir une image et une marque identifiée.
on est beaucoup dans par exemple, des certifications en ce moment. Les clients sont très sensibles à la démarche qualité. Et en fait, c'est à travers cette marque et en rassurance auprès des particuliers, puisque la cible était des particuliers, et tout ce qui est assainissement, traitement des eaux, etc., c'était important qu'ils aient cette image-là. Donc, on crée une offre en symbiose, et là, la symbiose se situe dans le fait que ce soit des différents départements avec une couverture territoriale, et donc qui fait que finalement, en sollicitant cette entreprise, donc cette marque, cette communication, on sait qu'on peut avoir plusieurs territoires. Alors, le développement collaboratif, les indicateurs, la cohérence et les valeurs. Voilà par exemple le genre de grille que je mets en place quand je veux préparer le management d'un projet où je sais que je vais avoir plusieurs parties prenantes à mon projet et qu'il va falloir que je distribue les prises de parole, qu'il va falloir que je tienne compte de leurs attentes, de leurs besoins, parce que s'ils sont autour de la table, économique, mais spécifique, si on revient tout à l'heure à l'exemple du département, lui, son intérêt, c'est de voir s'il y a une insertion concrète, alors que l'ADEME, non pas que l'insertion de l'intérêt de la table, c'est de vérifier s'il n'y a pas d'impact négatif pour l'écologie. Donc, chaque partie prenante, c'est intéressant de pouvoir arriver à les identifier et d'identifier leurs besoins. Pourquoi ? Parce que vous voyez ensuite la notion de transmettre des informations, des données à ces participants pour leur signaler que ce pourquoi ils sont autour de la table et associés à ce projet autour de la table pour vérifier si effectivement cette progression, cette amélioration sociale, économique ou environnementale est effective. Donc voilà comment je m'y prends. J'identifie des parties prenantes, alors qui est concerné par le projet de manière directe ou indirecte, c'est là où je fais de ce que je veux enrichir dans mon projet. De bien spécifier pour chacun d'eux quelles sont les attentes pour chacun d'eux des résultats du projet, parce que là, voilà, il faut que je sois conscient de ça. Les informations qui vont les intéresser sur ce projet, quelles sont les informations attendues? Est-ce qu'il y a des objectifs quantitatifs et à échanger pour arriver à cerner un petit peu? Ça peut se co-construire avec eux. Et ensuite, vous dire mais quels sont les indicateurs que je peux fournir lorsqu'on va faire des bilans intermédiaires ou des partenaires s'y retrouvent dans la notion et dans l'analyse de l'évolution et de la bonne progression du projet. Bon, après, effectivement, le process, où est-ce que je trouve ces indicateurs, comment je fais pour les coller, etc. Bon, ça fait partie des démarches d'évaluation. Mais voilà, une grille qui est intéressante en réflexion si on veut rentrer dans cette démarche. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, en ce moment, on va vous l'appeler Scrum, ça fait bien de dire que vous connaissez la méthode de Scrum. C'est une méthode, on va dire, de bon sens, c'est-à-dire que chaque intermédiaire, d'accord, donc des réunions intermédiaires dans lesquelles vous réunissez les partenaires pour faire état de la progression de votre projet. Les flèches que vous voyez, donc la flèche orange, la flèche verte du projet, hein, donc on va dire là il y a 1 mois, mais on aurait pu prendre 6 mois, 8 mois, voilà, on peut imaginer que ça s'étale sur une année. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie, ce schéma-là? Ça signifie que 1 mois avant, on convient en fait que l'on puisse se voir au bout d'1 mois ici, mais 6 mois par exemple, où on se refixe un rendez-vous et on fait état des indicateurs. Et lorsqu'on se fixe un rendez-vous, en disant voilà, quels étaient les objectifs que nous étions fixés, quels sont les résultats que nous avons aujourd'hui. Et en fait, ainsi de suite. C'est-à-dire de toujours garder le fil conducteur et la fin et à la remise du projet, à la finalisation du projet, d'avoir ce fil conducteur continu. Et en fait, ça fait un effet mobilisateur au niveau des partenaires. C'est-à-dire que pour eux, c'est très clair. Ils voient une démarche, ils voient quelque chose de séquencé. Ils sont en mesure de rediscuter. Et à quel titre il l'apporte, s'il est satisfait ou pas satisfait, parce que c'est ça qui est important dans ces points intermédiaires. Et il pourrait y avoir un parti qui remet peut-être en question sa place, sa légitimité autour de la table. Donc c'est important que vous ayez ces temps intermédiaires, ce rappel de ce qui avait été convenu la réunion précédente, réajuster peut-être des actions à mettre en place de manière à ce que les partenaires y retrouvent du sens et s'y réinvestissent. Donc, ce qui est très important, et en résumé, hein, pour le coup, ou autrement dit, le sujet qui nous réunit, appliquer la permaculture en intelligence économique, je la verrai moi en 3 points, mais ça sera à mesure à en discuter. 1, l'observation partagée de la tendance. On co-construit une offre en symbiose avec un territoire, on respecte l'existant. Et puis 3, on développe de manière collaborative avec des indicateurs de suivi, de cohérence et de valeur. Alors, pour aller plus loin, et en guise pour terminer, et pour vous expliquer, outre le fait que le contenu de la conférence est lié dans le travail, je me suis quand même formée en permaculture notamment, et voici les sources qui m'ont permis d'alimenter une partie de ce contenu que vous avez pu voir dérouler. Donc voilà, j'ai suivi des formations en agroécologie et en permaculture auprès de Colibri, dont je vous ai mis le lien URL. Donc il y a un super MOOC qui traite d'autres programmes de formation très, très chouettes. Je suis sur 7 pour la précision, puisque je ne l'avais pas précisé, hein, donc l'ex-Languedoc-Roussillon, en bord de Méditerranée. Et il y a Humus Pays Doc, mais j'imagine qu'il y a des équivalents d'Humus Pays Doc qui sont
sur d'autres territoires régulièrement dans l'année des formations autour de la permaculture déclinées de manière différente. Et j'en parlais avec Nathalie tout à l'heure. Et également, ils forment avec la certification de permaculture également aussi. Terre et humanisme aussi, vous verrez donc dans le lien URL des programmations très régulièrement. Et j'ai suivi une formation très chouette animée par Ida Pérez, qui est coach en entreprise et qui est chez Meltis et qui est vraiment sensationnelle. Permaculture et appliquée à l'entreprise. Voilà. Pour aller plus loin, je vous ai mis un lien URL qui est génial, que j'ai trouvé, donc c'est un PDF que j'ai trouvé sur le site de la Vise pour arriver à mesurer l'impact. Et j'ai trouvé ça super chouette de pouvoir vous le relayer là ce matin, parce que peut-être ça peut répondre à certaines de vos questions. Et puis parmi les fondateurs de la permaculture, vous avez Bill Mollison, Mark Shepard, David Holmgreen, voilà, vous avez Jeff Lawton et puis Fukuoka. Voilà, et si vous souhaitez aller plus loin. Donc là, dès à présent, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un temps d'échange. Alors, je veux qu'on soit quand même tous en visu et en visuel. Et puis, bon, je vois qu'il n'y a pas eu d'éléments posés en question. Mais je pense que ça peut se faire assez naturellement. Qui veut poser une question ou réagir par rapport à mes propos? Je suis prête à écouter. Je ne sais pas si vous avez la parole ou si vous devez vous exprimer via le chat. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, en attendant qu'il y ait éventuellement des questions, ce que je peux évoquer en tout cas, c'est que parmi les projets que j'ai pu réaliser, vous avez des projets, notamment la maison du vélo, la maison de la Vallée d'Ain, hein, qui est une maison qui était destinée en fait à valoriser, mais c'était mon action qui est passée, mais elle y est toujours, cette maison de la Vallée d'Ain, qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, dans la vallée, et de valoriser les savoirs du territoire, les savoir-faire du territoire. Du coup, le rôle que j'ai eu, moi, c'était de la faire émerger. Et ce qu'il fallait faire entendre, les besoins des acteurs locaux de cette vallée d'Ain, de manière à ce que le projet de la Maison de la Vallée soit défini et élaboré en réponse aux besoins de l'intégralité des élus, aidés par, du coup, les acteurs locaux, hein, d'activer, de mobiliser les personnes directement concernées par ce projet-là. Et donc, on avait à la fois des artistes, des agriculteurs, des activités de loisirs touristiques, hein, puisque c'est une activité aussi touristique. Il y avait aussi le parc naturel, le représentant du parc naturel. Et l'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait de cette maison de la vallée, qu'est-ce qu'on définit comme offre, comme service. Et donc, mon travail aura été de faire, ils pouvaient apporter pour compléter leur activité, et créer une dynamique et dynamiser leur activité commerciale. Les typologies d'entreprises dans lesquelles vous travaillez, les tailles, les valeurs, les activités. Donc là, on a Julia qui vient de me poser une question, en espérant que j'ai pas loupé d'autres questions en amont. Moi, donc, j'ai vécu par le milieu coopératif. J'ai créé et géré une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui visait à accompagner des entrepreneurs qui n'avaient jamais été entrepreneurs, des ouvriers, de familles d'ouvriers, de salariés, voire de fonctionnaires, donc aucune notion de culture d'entreprise, et de les accompagner avec une offre de portage salarial, une solution juridique et financière pour faire devenir entrepreneur. Donc ça, c'était en forme SIC. Et j'ai ensuite intégré la Scope Oxalis, qui est une des plus vieilles et plus grandes coopératives d'entrepreneurs qui existent en France et dont le siège et sa naissance est en Oxav Entrepreneurs Associés. J'ai toujours des parts dans Oxalis. Voilà. Les entreprises que j'accompagne étaient essentiellement des entreprises dans le domaine de l'insertion et de l'inclusion. J'ai beaucoup accompagné les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, quel que soit leur statut d'ailleurs, Qu'est-ce qu'il y avait encore? Qu'est-ce que j'ai accompagné? Des scopes, des cycles, des associations intermédiaires. J'ai accompagné également des associations de défense de la mobilité, comment on appelle ça, le vélo, hein, tout du vélo, de la réparation du vélo. C'est le Vieux Piclou sur Montpellier qui fait de la réparation et de l'accompagnement à l'autoréparation du vélo. Qu'est-ce que j'ai accompagné? Voilà, et puis sinon après, j'ai des placements, des formateurs, qu'est-ce que j'ai? C'est assez varié au niveau des domaines d'activité parce que pour le coup, dans mon travail, moi, ma méthodologie, ma force et mon expertise, c'est faire travailler les gens ensemble. Donc en fait, c'est pas moi qui arrive avec connaissances, et donc le mélange de ces connaissances et le partage des connaissances, on s'enrichit mutuellement. Moi, j'accompagne à l'autonomisation de la gestion du projet. Donc l'activité dans laquelle je peux intervenir. Hein, voilà. Donc ça va être très varié, très divers. Donc c'est vrai qu'à force d'être sur un seul secteur d'activité, je commence à avoir certaines connaissances, mais pas
pas la prétention de dire que j'ai une pertinence. Donc, but à 9h30 automatiquement. Donc, les typologies, Julia, j'espère que je vous ai répondu. J'ai Céline qui me pose une question. Comment vous gérez les conflits d'intérêts entre parties prenantes? Comment vous assurez pour ouvrir l'intermédiaire et suffisamment d'acteurs, mais pas trop pour ne pas rendre les projets trop complexes? Ouais. Donc, moi, déjà, je crois que j'ai une appétence et une facilité à ça. Hein. J'ai été formée, mais quand je me suis retrouvée au front comme ça, avec des projets qui des fois associaient que je ne connaissais pas, vous savez, des problèmes humains entre eux qui s'entendaient pas, forcément, c'était pas évident, et j'arrivais autour de la table à ne pas prendre parti. Donc voilà, déjà une première réponse que je peux vous donner, Céline, c'est n'allez pas trop vite avec les questions, voilà, d'être neutre, de ne pas prendre parti. Donc c'est certain que s'il n'y en a pas de couleur politique, voilà, hein, si vous voyez par exemple à un moment donné j'avais un projet de ressourcerie, de recyclerie à accompagner, donc c'était un projet interfilière d'activité, il y avait eu un historique sur lequel ils ne s'entendaient pas. Sauf que pour le territoire, il y avait un enjeu super, c'était à la fois un enjeu écologique, économique, que les communes qui accueillaient ce projet-là attendaient vraiment, recyclerie, ressourcerie, c'était super, et puis une dynamique d'insertion professionnelle, puisqu'il s'agissait de développer, de découvrir un métier, et puis de s'insérer professionnellement. Bon, si j'avais été du monde écologique, ou si j'avais été que du monde de l'insertion, déjà teinté, je n'aurais pas pu animer ce projet. Mais déjà, j'étais neutre, j'arrivais neutre, j'avais aucun parti, j'avais intérêt à ce que les deux fonctionnent, donc c'est très long. Moi, je travaille beaucoup individuellement avant de les mettre autour de la pour éviter déjà les conflits. C'est de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils résonnent, en les rencontrant individuellement et en comprenant et des fois individuellement, ils arrivent à évoquer des choses que collectivement ils ne peuvent pas partager et vous décryptez qu'effectivement il y a des problèmes et d'organiser les prises de parole lorsqu'ils seront tous ensemble avec beaucoup plus de pincettes et de délicatesse. Et au moment où tout le monde est ensemble, vous posez des règles. Moi, pour ça, c'est clair. Je dis voilà, la réunion va durer tant de temps, nous avons tant et tel sujet à aborder. On va essayer de lever la main avant de... j'ai longtemps travaillé dans l'Est, donc les réunions démarraient toujours à l'heure pile poil, donc ça, j'ai jamais eu de soucis. Travaillant dans le Sud, c'est un peu plus compliqué, mais les gens qui ont l'habitude de travailler avec moi, maintenant, s'y font. Et j'ai cipé, Céline, pour vous répondre. Et puis ensuite, c'est... j'ai eu justement, je vous ai évoqué tout à l'heure les TPE dans le bâtiment, l'assainissement. Là, il devait y avoir aussi beaucoup d'histoires. Élaborer ce cahier des charges pour qu'ils aient une communication commune, donc j'avais pas de temps à perdre. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient dessus, ils n'y arrivaient pas. Et donc là, j'y suis allée cash et je leur ai dit, écoutez, videz une bonne fois pour tout votre sac, dites vraiment ce qu'il y a, dites voilà ce que vous avez sur le cœur, parce que là, on n'avancera pas et pour qu'on aille concrètement. Voilà, alors je joue, alors après il y a des personnalités, hein, mais je joue beaucoup avec l'humour, je joue beaucoup cash, cité dans ma prestation. Si vous voulez être efficace, soit on traite que de ce sujet, on aborde, soit on dit vraiment tout ce qu'il y a et on lève les problèmes, etc. Voilà. Donc Céline, pour vous répondre, j'anticipe avant les conflits. Et au moment des conflits, j'essaie de faire l'arbitre. Je remets peut-être à la gestion des conflits, peut-être beaucoup plus que moi. Il y avait une question, les typologies, je l'ai vu. Les gérer les conflits, je l'ai vu. Alors, comment argumentez-vous le coût accru du fait de l'ouverture? Je ne suis pas sûre de bien comprendre, Céline. Est-ce que vous pouvez me définir ce que vous entendez par stakeholders et peut-être un domaine d'activité, c'est dommage plus simple. Alors, le coût accru. Comment j'argumente le coût accru du fait de l'ouverture à la complexité? Il n'est pas plus coûteux. C'est pas plus coûteux l'ouverture à la complexité. Les parties prenantes, merci. Associer les parties prenantes. Ce qui est coûteux, c'est peut-être le temps, mais qu'on soit clair, ce que j'ai dit au tout début de la conférence, c'est tous autour de la visio que nous sommes ce matin, on est sensible à la démarche RSE, éthique d'ordre RSE. Donc ça veut dire que moi, les gens avec qui je travaille, les entreprises, mes clients, mes partenaires, ils sont déjà dans des démarches plus de temps, donc peut-être plus coûteux, mais notre projet sera à la fois utile, responsable, pérenne, durable. Voilà, c'est fait dans la balance. Et entendu par des entreprises qui ne visent que le bénéfice et le profit absolument, puisqu'ils vont être sur la maîtrise des coûts et ils vont vouloir que ce soit vite fait et bien. Et essentiellement qu'avec des gens, des entreprises, je n'ai que des partenaires avec qui on a une affinité commune, qui sont des valeurs communes. Donc on sait que la patience et le temps, je ne sais pas si ça répond, mais effectivement, peut-être que vous côtoyez-vous des domaines d'activité sur lesquels il y aurait plus de réticence et pour le coup, peut-être moins de dégager davantage de chiffres. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les questions
Oui, je suis toujours là. Merci, Julia. Développer encore d'autres, en tout cas, que mon approche d'intermédiation. Ouais, est-ce que finalement, vous avez vu aussi, vous, le lien entre ma démarche d'intermédiation et le lien à la permaculture? Est-ce que vous avez vu un lien naturel? Est-ce que ça vous paraît cohérent, mon propos, sur comment on passe de pratiques d'intermédiation à une démarche permaculture? Et comprend le lien. Super. Merci Céline. Effectivement pertinent, car tout est en lien, rien ne se fait de façon isolée, tout est un écosystème. Bon, ben super. C'est Laurent ou Laurence, parce que je ne vois pas tout écrit en complet. Mais bon, ben voilà. Bon, mais voilà, c'était ça que je voulais avoir en retour et très enrichissant. Je trouve la démarche totalement logique. Je travaille en copartie et approche systémique. Oui, merci Laurence d'avoir précisé, parce que je voyais que l'eau au début. Donc, bah, écoutez, c'est super pour vos retours. N'hésitez pas, hein, on est sans doute qu'on va avoir un échange, un partage là-dessus et d'enrichir nos démarches. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous ai mis les coordonnées. Au revoir à tous, bon vent à tous. Et puis, la création d'entreprise dans l'entreprise peut être faite de manière intelligente et en écosystème. Donc voilà, merci. Belle journée à vous. Belle journée à vous.